bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce triangle socle du Congo, Trisoko. Nous revenons aujourd'hui avec Messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on essaiera un peu de parler de vous. Vous, oui, exactement comme président de la SODEMA, Solidarité pour le développement du Manianga. Je vais bien rappeler ici que vous vous investissez bien dans le mouvement associatif. Et également, je vais également dire que vous êtes président du comité organisateur du centenaire de l'école Tumba, une école dans laquelle même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a étudié, a fait ses humanités là-bas. Nous parlerons également de la SANEF, où vous avez été investi la semaine dernière comme président du comité général de l'association des anciens élèves des écoles des frères. Alors, pour parler justement de la SANEF, est-ce qu'on peut dire que vous avez une vision? Bien sûr. En ce qui concerne la SANEF, ce n'est pas pour rien que j'ai postulé pour être président général. C'est parce que d'abord, nous voulons continuer à pérenniser la SANEF. La SANEF est une association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes qui existe depuis 1929. Les gens ne le savent pas. Bientôt, nous allons fêter le centenaire. Et depuis 1929, cette association vit. Et si nous avons la chance de la présider, donc, première chose, nous devons la pérenniser, contribuer à ce qu'elle puisse continuer à survivre. Alors, si on comprend bien la SANEF, c'est au-delà de ce que nous connaissons à Kinshasa, à SANEF comme simple funérarium. Oui, c'est-à-dire ça, c'est rien. La bâtisse, là, les hommes à SANEF a une histoire. S'il faut parler en termes d'un objet, mais c'est un objet qui a contribué aussi à notre indépendance. Parce que les premières réunions des intellectuels du Congo qui luttaient pour l'indépendance, ou qui réfléchissaient sur l'indépendance, ces premières réunions s'étaient tenues au Massanef, avec en tête du côté religieux le feu cardinal Maloula, à l'époque abbé. Et du côté laïque, il y avait M. Joseph Iléo. Ce sont des gens qui réfléchissaient avec d'autres intellectuels de l'époque, mais au Massanef. Donc le Haut Massanef a contribué aussi par rapport à notre indépendance. Et puis, il fut un moment où le Haut Massanef était loué par l'État congolais. Depuis pratiquement vers les années 69 ou 70, l'État congolais louait le Haut Massanef pour en faire la cour, disons le siège de la cour de sûreté à l'époque de Mobutu, du président Mobutu. Et l'État dans lequel il se trouve aujourd'hui, on peut croire que son histoire est oubliée et même on peut le considérer comme un endroit où nous pouvons venir juste pour pleurer nos morts. Justement, c'est-à-dire, quand la SANEF a récupéré ces hommes, parce que l'État l'a occupé pendant plusieurs années, c'était, comme je l'ai dit, la cour de sûreté de l'État. D'ailleurs, les gens ne pouvaient même pas s'arrêter devant le Haut SANEF. Il y avait une prison, la cave là, il y a aussi les stigmates de cette prison-là. Alors, mais quand on a récupéré ces hommes, ces bâtiments, dans quel état? Et l'État n'a jamais sponsorisé, subventionné la SANEF pour retaper cette maison-là. Mais on fournit un effort, justement, c'est ça. Mon prédécesseur est en partenariat avec des gens pour retaper cette bâtisse. Et moi, je vais continuer cette œuvre-là. On va bientôt retaper les hommes qui ne servira plus de simple funérarium, mais il y aura d'autres activités culturelles. Alors, vous avez été investi président du comité général de cette SANEF, c'était la semaine dernière. Est-ce qu'on peut encore revivre l'ambiance de ce jour-là à travers ce reportage? Chaque élu de l'association des anciens élèves des écoles des frères a fait son entrée dans la salle sous le rythme folklorique animé par un groupe de son choix. Dieudonné Bifoumanou, le nouveau président de la SANEF, lui a fait le choix de la chorale Wangunza de la communauté évangélique du Congo pour rejoindre l'amphithéâtre. Présentation des serments aux côtés des autres membres du comité général, port des insignes, remise de symboles du pouvoir et de l'étendard. Le nouveau comité s'est engagé pour le renouveau dans la gestion et le rayonnement de l'association. En rapport avec les projets à entreprendre, nous devons rechercher des financements. Parce que l'unité des mesures à travers le monde et en ce 21e siècle, c'est l'argent. Et le lancement des activités agricoles
de grande envergure. Ici, nous pensons par exemple à Bikoro et Edipo, où il existait des plantations de cacao et de café. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas les relancer? Satisfait de la détermination de la nouvelle équipe investie ce jour, le frère visiteur provincial l'en a appelé au travail sous la grâce bienveillante de Dieu. Les délégués des différentes sections de la SANEF vous ont fait confiance et vous ont trouvé dignes. À votre tour, ne les décevez pas. Travaillez pour l'émergence de votre association. Dans son plan d'action, le comité Bifouma nous va lancer plusieurs projets de développement dans les domaines notamment des infrastructures, agro-pastorales et culturelles. Alors, lorsque nous suivons votre discours, vous allez lancer plusieurs projets dans les domaines de l'agriculture, les domaines culturels, bien d'autres. Est-ce qu'on peut comprendre par là que la SANEF, ce n'est pas tout simplement un fait des religieux, mais aussi des intellectuels, une branche de la société civile qui aimerait bien contribuer au développement du pays? Bien sûr, d'ailleurs, nous avions tenu un congrès, le congrès de la SANEF, au mois de septembre, qui avait pour thème l'apport des anciens élèves au développement du pays. Donc on pense au développement sérieusement. C'est-à-dire ce que nous allons faire comme développement va inévitablement contribuer au développement du pays. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que l'agriculture, c'est un domaine très vaste. Oui, c'est un domaine très vaste. Nous allons commencer par les petites choses. C'est-à-dire? Les petites choses, par exemple. À Tumba, je peux prendre Tumba, Konzo et Matadi. Mais il y a un sol agricole. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Des sols qui appartiennent à la SANEF? Mais oui, il y a des portions qui appartiennent à la SANEF. À Konzo, par exemple, les fermes ont 99 hectares. Et à Tumba, je ne connais pas les chiffres, mais c'est beaucoup aussi. Parce qu'il y avait un élevage, il y avait des vaches. Et il y avait une grande porcherie, il y avait un grand poulailler. Donc tout ça, nous voulons faire revivre ça. Ce n'est pas très compliqué. Et Bamania, Bikoro, mais ils avaient aussi des plantations de cacao, de café. Et ils ont des terres là-bas. Oui, mais la vraie difficulté que vous aurez, c'est bien de l'argent. Vous l'avez épinglé et vous pensez que ce n'est pas aussi difficile. Oui, c'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on veut et par où on veut commencer. Vous commencez déjà par où? Si nous voulons, par exemple, l'argent. commencer par des plantations de plus de 20 hectares, 30 hectares, là, nous allons non, mais vous imaginez les dizaines d'hectares que vous citez, hein? Justement, il n'est pas dit que vous devez commencer nécessairement par là, par des grandes étendues. On peut commencer, ne fût-ce que par organiser dans le coin, ne fût-ce qu'une coopérative. Et vous recueillez les produits des villageois que vous venez revendre. Ne fût-ce que par ça. C'est un début et ça n'exige pas beaucoup d'argent. C'est quand vous allez commencer à évoluer que vous pouvez maintenant penser grand aussi. Mais il faut commencer quelque part. Nos amis de Mbandaka, parce que la SANEF Mbandaka va bientôt être installée. J'irai là personnellement pour installer la SANEF Mbandaka. Bientôt. Mais ils sont là, nombreux. Mais il y a des poissons qui pourrissent aussi là-bas. Et pourquoi ne pas créer une synergie entre la SANEF Mbandaka et Kinshasa? Ils enverraient des quantités de poissons qu'on vendrait ici à Kinshasa au Oma SANEF. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose comme argent? Donc c'est pour dire que Boma, c'est la même chose. Boma ou Matadi. Mais Matadi, il y a beaucoup de poissons à Inga. Boma, d'ailleurs, sur place à Boma, il y a beaucoup de poissons aussi. Pourquoi ne pas créer cette synergie? Nous avons la SANEF à Boma, nous avons la SANEF aussi à Matadi. On peut les organiser avec très peu d'argent, mais ils peuvent faire quelque chose pour commencer, ne fût-ce que commencer d'abord. Alors, dans l'agriculture, on comprend bien, mais déjà, ceux qui vendent le mieux l'image positive ou négative de la SANEF, c'est son bâtiment, avec ses annexes, son amphithéâtre, avec tout ce que nous avons tout autour. Qu'est-ce que vous en avez comme projet? Parce que là, on est en face d'une vieille bâtisse qui nous semble n'avoir pas de lendemain meilleur. Je ne lance pas un défi, mais je t'inviterai 6 mois après aller revoir la SANEF.
Et vous verrez ce que ça deviendra. Alors donc, on vous laisse le temps, 6 mois. 6 mois, pas 6 ans. 6 Voilà, mois. le décompte est lancé, mais vous avez également épinglé le domaine culturel. Est-ce que la SANEF a quelque chose qu'il peut proposer dans ce domaine, surtout pour Oui. redorer l'image et surtout vendre plus loin notre culture qui nous semble être riche aux yeux des autres? Justement, c'est-à-dire, la SANEF est un centre culturel. Dans sa première vocation, c'est ça, centre culturel. Je sais que la dimension funérarium, ça fait partie de la culture. Parce que tel que nous pleurons nos morts, nous, Congolais en particulier, ou principalement nous Congolais, c'est ça. Maintenant, la SANEF contribue, aide la population à bien pleurer leur mort. Ça fait partie aussi de la culture. Mais les gens avaient cru que c'est un aspect négatif. Ce n'est pas Quand vous culturel. parlez d'aider la population à pleurer leur mort, c'est comme si c'était un espace que vous offrez gracieusement. Non. Bon, même si c'est payé. Mais quand on vous offre un crédit, ce n'est pas gratuit, mais on vous aide. Donc, aider ne veut pas dire donner gratuitement. Tout Ah, ok, simplement. mais oui, je voudrais comprendre la Voilà. dimension Non, c'est tout à fait d'aide normal. que vous proposez. C'est payant, mais on vous donne la possibilité de venir pleurer vos morts là-bas dans des conditions peut-être que vous n'avez pas chez vous. Surtout en cas d'intempéries, au moins le Homa SANEF aide beaucoup les gens parce qu'au moins il y a quelque part où les gens peuvent s'habiter. Oui, ça au moins. Ne fût-ce que ça, c'est déjà quelque chose. Oui, oui. Alors, Les autres aspects, on n'entre pas, mais au moins ça, déjà, c'est ça, bon. c'est justement. Et Maintenant, dans 6 mois, on pourrait espérer mieux. dans 6 mois, parce que le projet est en cours, ce n'est pas que je vais commencer. Non, mon prédécesseur a commencé et moi, je vais continuer. Donc, en continuant, dans 6 mois, on pourra voir une autre image de ces bâtiments. Et quand l'image sera propice pour que les gens viennent faire des mariages, ça sera une bonne chose aussi. Les conférences, on les fait mais timidement. Et aussi, ce que j'ai annoncé déjà, c'est d'avoir... Nous allons créer ce que j'ai appelé la SANEF Folk. La SANEF Folk, c'est-à-dire nous allons commencer à inviter beaucoup de groupes folkloriques à venir se produire là-bas. C'est un peu l'image de ce que nous avons vu. En commençant par vos présidents et vos vice-présidents, chacun est entré au rythme au son d'un rythme choisi et avec un accent beaucoup plus culturel. Est-ce qu'on peut dire que la SANEF, c'est aussi un rassemblement de tous les Congolais Justement, dans leur diversité? J'avais même annoncé ça avant, que cette investiture sera un événement culturel. C'est ainsi que j'avais demandé au deuxième vice-président, lui est du Baflevle Moyombe, d'entrer aussi sous les rythmes Yombe. Parce que vous soyez au Japon, en Australie, dès que vous entendez les rythmes Kintweni, automatiquement vous dites que ce sont les Bayombe. Même si vous êtes aux États-Unis. Je me suis dit, privilégions cette dimension culturelle. Donc, j'ai demandé que le deuxième vice-président entre sous ces rythmes-là, et vous avez vu l'élément. Le premier vice-président, lui, est de l'Équateur. J'ai dit, entrez aussi sous les rythmes de l'Équateur. Et lui avait choisi Mabele Elissi. Quand vous entendez son rythme, quel que soit là où vous êtes, vous dites ça, c'est l'Équateur. Ce qui est une bonne chose aussi. Et moi, président, je suis de la communauté Manianga, je voulais aussi entrer sous ces rythmes-là. Je voulais inviter même, pour qu'on soit égalitaire, les Ndara. Mais je me suis dit, les Ndara, c'est typiquement Manianga, mais moi, j'ai souhaité entrer sous les rythmes de la chorale Bangunza. Oui, mais la chorale Bangunza, c'est un rythme typiquement Manianga. C'est une chorale de la communauté protestante. Non, non. La communauté, la communauté de Bangunza. Bangunza, ils ont aussi leur religion. Ils sont dans l'SCC? Non. Ah, ils ne sont pas dans l'SCC. Ils ne sont pas dans l'SCC. On aimerait bien comprendre comment vous, qui êtes purement catholique, vous acceptez d'être accompagné par une chorale qui n'est pas catholique. Comment vous expliquez ça? Ils sont des chrétiens d'abord. Nous sommes tous chrétiens. L'écuménisme ne réunit pas seulement les catholiques ou les protestants. Tous ceux qui parlent chrétien ou qui réfléchissent chrétien, d'abord ça c'est un. Mais le plus important, c'est que je voulais mettre en exergue, c'est cette dimension culturelle. Parce que quand les Bangunza animent, nulle part vous verrez ça. C'est-à-dire que vous soyez, comme je l'ai dit, en Chine, vous entendez ces rythmes-là, vous dites que ça sont les manières. Et ils n'ont pas besoin de micro pour ça. Non, mais ils chantent déjà très bien, ils animent très bien. Mais le micro peut aider, ça c'est un élément
un moyen pour que votre voix soit portée plus loin. Donc même demain ou après-demain, ils peuvent utiliser les micros, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'était de démontrer que ça, c'est un rythme typiquement Manianga, comme les Kintuan, typiquement Yombe, Mabelelis, typiquement Ngala. Donc c'est cette dimension culturelle que j'ai voulu faire ressortir. Et pour rendre national aussi l'affaire, on voulait inviter les groupes de Bayanzi. Mais c'était un problème de temps, parce qu'il y avait aussi l'orchestre Bokelo qui était là. Donc on s'est dit aussi, on a beaucoup de groupes, on risque maintenant de ne pas donner l'opportunité aux gens de s'exhiber. Mais prochainement, quand nous allons organiser d'autres activités, on ne prendra pas seulement nos groupes respectifs, mais nous irons chez les Yans, parce qu'eux aussi, ils étaient prévenus d'ailleurs, mais malheureusement, on n'a pas finalisé parce que, compte tenu de ce que je viens de dire. Et dans la cérémonie, il y avait aussi le discours du frère provincial, le Frère visiteur provincial, voilà. Vous avez suivi son discours, beaucoup des recommandations qu'il vous a faites. On voudrait bien déjà comprendre la relation entre le comité général de la SANEF et les frères qui sont d'ailleurs propriétaires de tous les patrimoines et même de vous qui êtes sortis de leurs mains. Quels sont les rapports? Vous avez quel rapport entre le comité général mais aussi les frères dans la gestion de ce patrimoine qui vous est commun? Oui, c'est-à-dire, d'abord les frères, comme pour reprendre les termes qui sont utilisés couramment actuellement, ce sont les frères constituent notre autorité morale, les frères visiteurs. Il est notre autorité morale. Parce que même pour obtenir cette concession, d'abord, les colons ne voulaient pas... L'idée était venue des Assanéfiens de l'époque. Il y avait le premier président de la SANEF, c'était Eugène Kabamba. C'est lui qui avait, disons, parmi les Noirs, quoi. Parce qu'avant, il y avait un frère qui gérait la situation. Et quand lui est devenu président, en 1944, il a voulu que la SANEF ait un bâtiment. Et ils ont commencé à solliciter auprès des colons qu'on leur cède un terrain. Mais les colons se disent, mais ces petits nègres, ils vont faire avec quoi? Ils avaient refusé. C'est sûr qu'ils sont allés poser le problème à l'autorité morale de l'époque, qui, elle, avait négocié avec le gouverneur de la ville pour donner cette concession. Donc, la concession était au nom, je me dit, mais si je mets ça au nom de ces petits nègres-là à la SANEF, ils peuvent revendre, ils n'avaient pas confiance, bref. C'est ce qu'ils avaient mis ça au nom des frères des écoles chrétiennes. Donc le certificat est au nom des frères des écoles chrétiennes pour garantir justement la pérennité. Mais la jouissance, l'usufruit, donc la SANEF c'est l'usufruitier exclusif. Donc, et pour construire ce bâtiment, l'État a contribué, a fait des dons. Les Assanéfiens ont aussi contribué de l'époque. Il y a par exemple, parmi les archives que nous avons pu voir, il y a par exemple, le général Mena me disait ceci. Lui, à cette époque, il était caporal. Il est mort il n'y a pas longtemps. En tant que caporal, il avait un salaire de 165 francs. Mais il nouait les deux bouts du mois sans problème. Mais la cotisation de Diangenda, qui est aussi à Sanéfien, parce qu'il étudie à Boma, comme son grand frère qui sont locaux, ils avaient étudié à Boma. Ils étaient des Assanéfiens. Sa contribution était de 500 francs. Vous voyez, un caporal qui menait très bien sa vie, avait 165, mais Diangenda a compté pour 500 francs. Pour dire que beaucoup de personnes avaient sérieusement contribué pour l'édification de ces bâtiments-là. Donc, c'est ainsi que la SANEF est usufruitier, mais nous ne sommes pas exclusifs comme on peut le dire. Les frères aussi bénéficient d'une quotité. Voilà. Mais sinon, dans leurs recommandations, ils vous disent vraiment gérer comme des bons pères de famille. Bien et sûr. ça, ils peuvent compter sur vous. Ah, mais bien sûr. D'abord, c'est une bonne recommandation. Et puis, nous allons respecter cette recommandation. D'ailleurs, on a déjà commencé à le faire. Voilà, je tiens à rappeler ici que M. Dieudonné Bifouman est aussi président du comité organisateur du centenaire
de Tumba dans le Congo central, où le chef de l'État a étudié. C'est déjà pour ce mois de décembre, la première quinzaine d'ailleurs. Le 12 décembre. Le 12 décembre, voilà. Est-ce qu'on peut dire que tout semble déjà être prêt? Fin prêt, c'est trop dire, mais nous organisons, nous évoluons, et jusque-là, il n'y a pas un élément qui peut nous faire dire qu'on reporte. Si on ne peut pas reporter, c'est que nous serons prêts ces jours-là. Alors, mais les choses évoluent très bien. Le 12, vous serez là, et même le chef de l'État serait invité? D'abord, naturellement, il est membre. C'est un ancien élève de cette école-là, de Tumba. Il a étudié à Tumba, donc il n'a pas... C'est son cœur d'abord qui bat pour être là. Et vous l'avez vu aussi à Tumba, je ne sais pas, vous êtes de la même génération. Vous l'avez vu aussi à Tumba, par exemple? Oui. À votre époque? Oui. Oui. Quand il était là, moi j'étais là. Ok. Ce n'est pas qu'on parle de choses en l'air. Non, c'est confirmé. Voilà, et même les frères l'avaient confirmé. C'était au début de cette année, lors de la conférence de presse pour annoncer ce centenaire, lorsque vous avez été désigné président du comité organisateur. Alors, dans l'organisation de cet événement, le centenaire de Tumba, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre exactement? Oui, c'est-à-dire, quand les frères visiteurs m'avaient désigné comme président du comité d'organisation, je n'étais pas encore... J'étais premier vice-président de la SANEF générale. C'est après que je suis devenu président de la SANEF générale. Donc j'étais déjà président du comité d'organisation. C'est ainsi qu'au mois de mai, le 15 mai exactement, la SANEF fête chaque année la fête patronale, ce que nous appelons la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est lui le fondateur de cette congrégation. Et à cette fête, nous avions cumulé aussi avec le lancement du centenaire de Tumba. Et son Excellence, monsieur le président de la République, était là, à Notre-Dame. Oui, il a assisté à la messe, oui. Il a assisté à la messe. Il avait promis qu'à la clôture, il sera là. Et nous sommes restés avec cette parole. Donc, son invitation est déjà là. Et nous l'attendons à Tumba, son ancienne école. Et qu'est-ce qui sera organisé sur place à Tumba? Les événements, on voudrait bien comprendre dans le programme ce qui est prévu. Oui, c'est-à-dire, ces centenaires, il faut les comprendre sous deux angles. Parce qu'il n'y a pas simplement que la cérémonie de la festivité. Voilà, non. C'est ce qu'on veut comprendre. Première chose, 100 ans après, est-ce que nous devons retourner avant, comme avant? Non. Nous devons évoluer. Donc, nous devons inscrire le centenaire dans un nouvel élan. On doit relancer les choses à Tumba. Notre pays dans l'ensemble n'est pas développé, est en quête de développement. Donc, nous pouvons faire de Tumba un pôle de développement. Et comment faire de Tumba un pôle de développement? C'est justement en développant certains projets réels, genre un poulailler industriel, genre un grand potager. C'est tout ça qu'on doit développer. Vous parlez de Tumba qui est tout simplement une école. C'est le centenaire d'une école. Non, justement. Il y a le volet développement qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce qui rendrait d'ailleurs ce centenaire plus intéressant. Le volet développement qu'il faut mettre en exergue, pas nécessairement commencer les 12 ou avant les 12, mais mettre ça en tête pour dire que nous n'allons pas seulement nous limiter à fêter, mais voilà la vision que nous avons pour les Tumba de demain. Ça, c'est la première chose. Et les Tumba de demain, comme il y a maintenant l'électricité, Tumba est électrifié par la SNEL. C'est comme beaucoup de territoires dans le Congo central, beaucoup de villages dans le Congo central, mais le développement, ce n'est pas l'électricité. Justement, raison pour ça, c'est un point tout simplement, pour dire que nous, maintenant, nous devons réfléchir autour de ça, et c'est ce que nous avons fait. Donc, même dans ce comité d'organisation, nous avons créé beaucoup de commissions, entre autres, une sous-commission qui traite justement de cette dimension développement. Et des propositions sont faites. Mais tout en sachant que ce n'est pas avant les 10, avant les 12 qu'on doit réaliser ça, mais même à court, moyen ou long terme, on doit avoir cette vision bien en place. Et puis il y a la dimension festivité. C'est tout à fait normal, comme les 12, c'est un anniversaire, on va, le 100e anniversaire de la
la création de l'Institut de Toumba. Donc, il y aura des festivités. Donc, vous allez faire tous le déplacement à Toumba. Et là, c'est une invitation lancée à tous les anciens élèves. Ah, bien sûr. Okay, il y a une petite cotisation qui est sollicitée aussi. Mais au moins, les anciens vont se retrouver à Toumba pour les festivités. Le 11, il y aura déjà la bénédiction des tombes parce qu'on a retapé les tombes des anciens frères qui sont décédés. Et comme aussi des activités sportives, culturelles, le samedi 11. Et les jours J, le dimanche 12, là, il y aura un grand culte, une célébration eucharistique. D'ailleurs, c'est l'administrateur apostolique qui va célébrer cette messe, c'est-à-dire l'évêque intérimaire, entre guillemets, du diocèse de Matadi. C'est lui-même qui va présider, qui va dire cette messe, et les autres évêques du Congo central, celui de Boma, comme celui de Kisantu, seront invités. Et nous sentons une sorte de fierté quand vous parlez de Toumba, où vous avez étudié. Est-ce qu'on peut dire que Toumba, c'est une école d'excellence, ou sinon une sorte de pépinière qui a eu à donner à la République démocratique du Congo des personnalités aujourd'hui qui sont rentrées dans l'histoire de notre pays par la bonne et la grande porte? Bien sûr. C'est-à-dire, d'abord, l'appellation de Toumba. Toumba Kunda Diazaï. C'est-à-dire berceau de la sagesse. Ça, c'est la signification de l'appellation de l'Institut. Ce n'est qu'un nom. Justement, ce n'est qu'un nom, mais qui a aussi produit, comme vous le dites, beaucoup de personnalités. Donc, on peut dire qu'il y a des ministres, beaucoup de ministres, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais nous avons maintenant cet honneur-là de dire aussi un chef de l'État. Donc, comme Mbandaka a cet honneur-là de dire nous avons produit un chef de l'État, la personne de Mobutu. Et puis, Mbatakiela, Kangu plutôt. Kangu était une école de frères aussi, qui a produit qui? Kassavoub. Quand Kassavoub était là-bas, à Kangu, c'était une école de frères. Donc, c'est pratiquement 3 de 5 chefs d'État que nous avons connus sont sortis des écoles de frères. Des écoles de frères. C'est une fierté pour nous. Et ce n'est pas limité. Donc, les années à venir, il y a aussi d'autres anciens élèves qui pourront être chefs de l'État, ou même secrétaire général des Nations Unies, on ne sait jamais. Donc, c'est pour dire que c'est une école, pour ceux qui la connaissent ou qui l'ont connue, en tout cas, c'était parmi les meilleures écoles du Congo central et du pays. C'est-à-dire qu'elle ne l'est plus. En fait, non. Notamment avec la baisse du niveau de l'éducation dans notre pays. Pour le moment, je ne peux pas confirmer ça, que c'est parmi les meilleures écoles. C'est une grande école qui est restée grande, mais la réputation qu'elle avait auparavant, en tout cas, elle n'a plus la même réputation que maintenant, mais c'était une très grande école, un grand internat. Dans votre discours, l'autre fois, le jour de votre investiture, vous avez même sollicité auprès de frères si jamais vous pourrez encore créer d'autres écoles à travers le pays. Est-ce que c'est pour notamment répandre cette bonne réputation des écoles des frères chrétiennes? Et bien sûr, parce que c'est une congrégation créée, ça fait plus de 300 ans, à Reims, en France, par Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc, elle a produit beaucoup de personnalités. On a engendré beaucoup d'universités. Donc, pas d'universitaires, mais il y a des universités, ce qu'on appelle l'université La Salienne. C'est comme aujourd'hui, nous avons l'université de La Salle au Congo, justement, qui est à sa première année. C'est dans cette logique-là. Mais ailleurs, il y a beaucoup d'universités. Aux Philippines, il y a des universités. Parce que nous appartenons dans une association qu'on appelle Union mondiale des anciens élèves lassaliens, UMAEL en sigle. Nous sommes membres de l'Union mondiale. Donc, nous nous côtoyons lors des congrès et nous savons ce qui se passe ailleurs. Aux Philippines, par exemple. Mais la SANEF, plutôt la salle, est une grande institution. Donc, c'est pour dire que nous avons cette vocation de s'aimer à tout vent. Or, pour s'aimer à tout vent, il y a entre autres la création d'autres écoles pour que les frères, l'œuvre des frères puisse continuer. Ça c'est une vocation que nous nous sommes donnée. Donc ici, je ne peux pas dire que c'est une ambition démesurée, non. Ce n'est pas démesuré. Parce qu'ils veulent bien aller ailleurs, aller aussi
implanter leur congrégation là-bas. Mais si la SANEF, nous avons beaucoup de retraités, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont passées par la SANEF, mais pourquoi ne pas les utiliser pour des cas comme ça? Par exemple, créer des écoles. C'est ce qu'on va faire, dans la mesure du possible, bien sûr. Et ça, vous allez le faire, mais sinon, vous dites que les espaces des écoles de frères chrétiens, mais loin de là, toute la congrégation, mais notamment la SANEF, doit se tourner vers le développement. Mais les moyens, il faut les chercher. Aujourd'hui, nous vous voyons entrer dans des contrats, des partenariats avec d'autres bailleurs, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes flexible devant des négociations qui pourraient aider au développement, même quand la SANEF, par exemple, n'a pas assez d'intérêt? Oui, c'est-à-dire le développement, c'est notre vocation aussi. Parce que, est-ce que ça nous fait plaisir de vivre dans un pays pauvre? Ça peut faire plaisir à qui? À personne. Et surtout pas à nous, à Sanéfiens. Maintenant que nous avons l'un des nôtres à la tête de l'État, nous devons nous battre, fournir un effort pour l'aider à ce qu'il développe ce pays. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand on a honte de notre sous-développement, partout où on est, on doit chercher des voies et moyens pour sortir le pays de cette situation. Même en tant que président de la SODEMA, c'est ça que je développe souvent. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes encore dans une situation où on se plaît de notre situation, de notre état de sous-développement. Non, mais on se contente de ce que nous avons. C'est ça le malheur. On ne doit pas se contenter de ce que nous avons, mais nous devons fournir un effort pour avoir ce que nous désirons avoir. Non, mais quand si vous nous désirons miroitez, la misère, et alors que la misère soit là. Quand vous nous miroitez ce que nous pouvons faire sans les moyens, ce n'est pas aussi, en quelque sorte, comme vous l'avez dit ici, des ambitions démesurées. Justement, c'est ça l'impression que nous avons. Ce n'est qu'une simple impression de croire que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes mal organisés et nous réfléchissons très peu. Ça, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, bientôt, je reviendrai ici. Il y a un article que je vais sortir tout à l'heure, les jours à venir, pour démontrer que nous réfléchissons mal au Congo. Les intellectuels, l'élite congolaise ou africaine même réfléchit mal, c'est-à-dire utilisent une mauvaise démarche de réflexion. Non, mais la démarche de mesurer ce que nous avons par rapport à nos ambitions, elle est aussi logique. C'est une illusion, justement. Dire logique, c'est comme si c'est très bien. On ne réfléchit pas assez. Ça, vous allez, bientôt je vais publier cet article, c'est-à-dire cette démarche-là, de dire, on fait les constats, le pays est pauvre, tout ceci, les constats, on les fait très bien. Mais maintenant, la suite, c'est là où on dit qu'on réfléchit mal. La suite, partout nous allons dans des séminaires, dans des colloques, ainsi de suite, c'est la même démarche. Constat. Vous relevez le constat. Deuxième étape, quelles sont les causes? Vous relevez les causes. Et troisième étape, quelles sont les pistes de solution? Et sur le plan de la rationalité... Non, mais c'est ça la démarche rationnelle. Justement, apparemment. Mais nous disons que c'est une démarche dépassée. Et c'est ce qui pérennise notre sous-développement. Hein? Alors, et là, je mets maintenant la veste, non pas du président de la SODEMA, au président général de la SANEF, mais je mets la veste maintenant d'un auditeur interne. Hein? C'est une spécialité. Pour dire que ces raisonnements nous entraînent vers le sous-développement. Parce que les choses changent. Mais nous ne voulons pas changer la démarche. C'est ainsi que nous allons démontrer ça. Notre démarche qui devait être celle que toute l'élite congolaise ou africaine devait utiliser, c'est de faire le constat. Du côté constat, nous sommes très forts. Mais deuxième étape, là où tout diffère, c'est qu'au lieu de chercher d'abord les causes, au lieu de chercher deuxième étape cause, deuxième étape, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous voulons? Vous voyez la grande différence? Il y a une nette démarcation de vision et de démarche. Qu'est-ce que nous voulons? Parce qu'on constate que nous sommes pauvres, nous ne mangeons pas assez. Qu'est-ce que nous voulons? Et vous pensez que dans nos malheurs, nous n'avons besoin de rien? Non, c'est la réflexion d'abord au niveau des gouvernants, on doit mettre la réflexion en avant. Et les experts sont là pour ça.
mais donner la profondeur des réflexions. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui, parce qu'on se limite à identifier les causes, parfois d'une façon non exhaustive, parce que cette démarche ne vous donne pas la possibilité d'identifier les causes d'une façon exhaustive. Vous aurez des causes, quelques causes, peut-être 3 ou 4, ou même 5, mais peut-être il y a une cause fondamentale que vous allez ignorer. Et conséquence, vous aurez une démarche insuffisante. Alors, mais par contre, la deuxième, quand vous avez d'abord, vous identifiez les objectifs, vous définissez vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez. Troisième question, mais vous avez défini l'objectif. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif? Voilà le début d'une réflexion profonde. Là, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle, en termes techniques, la cartographie des risques. Alors, et quand vous avez fait cette cartographie des risques, vous allez maintenant, en termes techniques, vous allez procéder au traitement de ces risques-là. Et vous voyez que vous serez, même si sur 100, vous n'allez pas prendre les 100%, vous n'allez pas identifier les 100% des risques, mais au moins vous allez identifier plus de 90% des risques. Vraiment, alors que dans la première étape, peut-être vous identifiez seulement une Merci quarantaine. pour cet éclairage. Malheureusement, nous tendons vers la fin, mais aujourd'hui, on voulait bien comprendre M. Bifouman comme un acteur, je peux me répéter, très actif dans le mouvement associatif. Est-ce qu'on peut croire que vous êtes un homme à tout faire? Non, sinon je Quand sais. vous n'êtes pas apolitique, mais on vous voit beaucoup plus actif. Justement, sinon on serait Dieu. Les associations. Si je dois tout faire, je serais Dieu. Mais, vous voyez, personnellement, appartenir à un parti politique, c'est la moindre des choses. Créer un parti politique, c'est la moindre des choses. Mais c'est pour autant qu'on rendrait service à la nation. C'est ainsi que moi, je me suis dit, essayons d'abord, parce que j'ai compris la situation à ma manière. Je dis, battons-nous pour mobiliser d'abord la masse vers un idéal. Et quand cette masse sera sensiblement mobilisée, maintenant on pourra voir les restes. Parce que moi je mobilise plus que plusieurs politiciens. Oui, mais on le voit. Mais dans le compte de la SODEMA, par exemple, Solidarité pour le développement de Manyanga, vous allez nous dire si c'est quoi dans une minute. Vous mobilisez autant à la FIKIN. Ça, nous avons vécu, pas seulement à la FIKIN, dans des grands espaces. Justement, c'est-à-dire mobiliser les gens, je l'ai fait très bien. Même si aujourd'hui les moyens sont là, vous me dites, mobilisez-nous 10 000 personnes, on les fait à la minute, sans beaucoup de préparation. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de 2 mois, 3 mois, non. Même une semaine, 2 semaines, on mobilise les 10 000 personnes. Mais c'est ça servir d'abord. Et le reste, on verra après. Même à la SANEF. La SANEF a un idéal. Il faut aider les Assanéfiens. Ils sont combien les Assanéfiens? Mais ils sont des milliers. Mais il faut leur donner confiance, qu'ils sachent qu'ils appartiennent à une association. C'est déjà la conclusion, oui. Et en leur donnant cet espoir, au moins, peut-être que quelqu'un pourra mordre et pourra faire quelque chose de mieux pour le pays. Je ne dis pas que c'est moi qui dois nécessairement faire ça, mais donnons espoir aux gens. Il faut faire que les gens vous fassent confiance aussi. Et je sais que de ce côté-là, il n'y a pas de problème à dire, mais en faisant ça, nous donnons la possibilité d'avoir que les gens aient l'espoir, même que ce soit au niveau de la SODEMA, quand on se présente là où on se présente, les gens vous disent « Ah, si c'est lui, c'est bon ». À la SANEF, quand ça commence à se dire comme ça, c'est aussi bon. Et pourquoi seulement la SODEMA? Pourquoi la SODEMA? Pourquoi la SODEMA? C'est ça la vraie question. Mais la SODEMA, moi je suis président de la SODEMA depuis longtemps, avant même la SANEF. C'est-à-dire, j'ai compris quelque chose. Dans notre pays, le développement du sommet vers la base a lamentablement échoué. Le développement du sommet vers la base a lamentablement échoué. D'où il faut un peu changer de stratégie, commencer par la base pour aller vers le sommet. Or, la base, il faut la sensibiliser pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans la pensée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, quand j'entretiens cette base-là, c'est pour créer une certaine homogénéité de pensée. Ce n'est pas une base politique, non. Mais pour preuve, je n'appartiens pas à un parti politique. Je mobilise la base. Je ne suis pas... C'est une association. Je lis dans la société civile. Je ne réclame rien auprès des autorités pour dire « Venez aider ma base, sinon nous allons faire ceci ou cela ». Non. Mais je fais comprendre à la base que nous avons intérêt à nous développer et voilà comment on peut nous développer.
Parce que j'ai toujours, au niveau de la Sodema, j'ai toujours dit, mais pourquoi aller chercher les poissons à la brousse? Ça, c'est une réflexion profonde. Vous voulez manger un poisson, mais vous allez dans la brousse chercher les poissons. Ça signifie quoi? Vous ne comprenez rien. Donc il faut maintenant aider cette population. Vous voulez manger du poisson, allez dans une rivière ou dans le fleuve ou je ne sais pas où, dans l'océan, mais pas dans la brousse. Donc c'est une philosophie aussi que les gens doivent comprendre. Maintenant, qui est à la base de cette compréhension, de cette idée d'aller chercher le poisson dans la brousse? Il nous reste 30 secondes. C'est soi-même. Or, c'est soi-même. Donc il faut travailler l'homme qui doit comprendre que le poisson, on le cherche dans l'eau et non dans la brousse. Dès qu'il aura compris ça, vous verrez que le reste pourra bien suivre. Merci beaucoup. Sinon, on prend bien rendez-vous pour Toumba déjà le 12 décembre prochain, sauf changement de dernière minute. Après, jusque-là, il n'y a pas l'idée de changement. Et le lundi prochain, nous pourrons peut-être aborder cette question même avec d'autres personnes, où on pourra vous donner la possibilité de faire un reportage soit à la SANEF ou écouter d'autres personnes qui sont concernées par le centenaire. Merci beaucoup, M. Dieudonné Boufoumol, d'avoir répondu à nos questions. On va se retrouver prochainement pour répondre aux questions des téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui étiez nombreux à nous suivre. On se rencontre prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir.